tous et soyez les bienvenus pour cet After Stade 100% Cannes. Ça y est, on les connaît, les 24 équipes qualifiées pour la Coupe du Monde, pour la Coupe d'Afrique qui aura lieu en juin prochain en Égypte. Alors, entre grosses désillusions et grandes premières, nous allons faire un tour d'horizon complet. Et pour m'accompagner, aujourd'hui, j'ai deux experts. Oubliez Miami, oubliez Los Angeles, la crème de la crème des experts, elle est avec moi. Terence Ken, notre consultant foot. Salut, ça va? Bonjour Cynthia, bonjour Bruno. Bruno Aoyo de Complete Sport Nigeria. Ça va? Ça va et vous-même Cynthia? Eh oui. Alors, on va commencer notre tour d'horizon par le Cameroun, le tenant du titre qui sera bien là. Vous avez vu le match, les garçons? Qu'est-ce que vous avez pensé? J'ai pensé qu'au niveau de l'animation offensive du Cameroun, ça a été un très bon match. On a vu qu'il y avait, sur ce match-là, on a vu un peu la patte de Seedorf, pourquoi il a été recruté. Donc le duo Seedorf et Patrick Kluivert et les Lions indomptables du Cameroun, malgré même les conditions atmosphériques qui ont été difficiles par moments. Mais leur bagage technique a fait la différence et on a vu un grand Cameroun et on a vu une belle ambiance aussi dans les tribunes et dans les vestiaires aussi. Il vous a plu ce Cameroun, Bruno? Oui, c'est pas mal. Après, c'est une équipe en progression. Seedorf et Kluivert commencent à mettre leurs pattes. Il était temps parce que le football un peu défensif d'Hugo Bros à l'époque, c'était franchement pas ce que je préférais. Mais c'est bien, cette équipe du Cameroun progresse et c'est toujours la même sauce. Si Seedorf et Kluivert ont du temps, cette équipe se mettra en place et pourra faire des choses. Et si aussi ils ont les moyens pour la mettre en place, ça ira. Mais s'il y a des petits hicks dans l'organisation, on connaît l'histoire récente du Cameroun malheureusement. D'ailleurs, vous avez parlé de sauce. Il y en a un. Il y a une équipe qui a été dans la sauce avec le Cameroun, c'est les Comores. Et on est parti après le match voir le coach des Comores. Il n'a pas le même avis que vous. On l'écoute. Tout d'abord, je tiens à féliciter Clarence Seedorf et son équipe. Ils ont fait un très beau match. Ils nous ont mis beaucoup d'impact sur cette rencontre. On était prévenus de l'aspect athlétique et de l'agressivité qu'ils allaient nous mettre dans le bon sens du terme, je dis bien, sur cette rencontre. Moi, ce que je regrette un petit peu, c'est cette première mi-temps. Voilà, on a eu la possibilité d'ouvrir le score sur 2 coups de pied arrêtés. Voilà, après, c'est le haut niveau, nous on apprend. On aurait pu ouvrir le score je pense à la 12e ou la 13e minute, ce qui ne s'est pas fait. Après, donc, il y a aussi un effet de jeu qui n'a pas été sifflé par l'arbitre. Il faut que je regarde les images, mais voilà, il y a quand même une faute litigieuse qu'on aurait pu avoir à notre faveur. On arbitre les grosses équipes différemment. Non, je ne pense pas. Surtout sur ce match, c'était un arbitre expérimenté en la personne de Bakary Gassama. C'est vrai qu'il y a eu une action litigieuse dans la surface de réparation du Cameroun, mais le Cameroun était supérieur aux Comores. Mais ce qu'il faut dire avec cette équipe camerounaise, c'est que c'est une équipe qui peut passer, on peut passer de l'euphorie à des problèmes internes qui ont toujours pilulé l'environnement du football camerounais, notamment un problème de primes, un problème un problème entre le ministère et la fédération. Mais il faut être prudent, mais il faut dire que c'est un match qui peut être fédérateur pour le Cameroun et aller en Coupe d'Afrique. On se rappelle qu'en 2017, les Camerounais n'étaient pas favoris, mais si les Camerounais partent sur cette dynamique-là, notamment celle du dernier match, je crois que le Cameroun peut prétendre garder son trophée en Égypte. Bruno, vous voyez un back-to-back pour le Cameroun? Franchement, je ne suis pas certain. Après, il faudra voir. La CAN à 24, il y aura plus de matchs. Comment ces équipes vont se mettre en route. Le Cameroun est une équipe sur laquelle il faut toujours miser, mais après, il y a tellement de paramètres à prendre en compte. Il y a des très bonnes équipes, très bonnes surprises qui sont en train de se mettre en place, comme l'Ouganda et la Tanzanie. Donc oui, si le Cameroun ne passe pas le premier tour, pour moi, c'est une faute professionnelle. De là à ce qu'il fasse le doublé, je ne suis pas certain. Mais il y a du potentiel, c'est sûr. Terence a parlé des primes et des déprimes que la sélection camerounaise peut avoir quelquefois. Est-ce que c'est là que le Cameroun peut pêcher, dans les histoires extrasportives? Absolument, puisqu'on voit clairement qu'il y a une patte du staff technique qui se met en place. Effectivement, c'est toujours ça, l'organisation, la logistique, comment tout ça va s'agencer pour que l'équipe arrive au top à ce moment-là. Et aussi, il faudra voir si les joueurs sont responsables. Moi,
peut dire tout ce qu'on veut, moi, Eric Maxime Choupo-Moting, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu jouer une CAN parce qu'il il voulait prolonger son contrat à Schalke. Donc je veux bien que les choses se mettent en place ici, mais il faut voir si tout le monde, entre la qualification et le moment où on fait la CAN, si tout le monde est bien d'accord et toujours concentré. Et d'ailleurs, c'est vraiment quelques semaines avant la CAN que les vraies tendances se dessinent, c'est pas malheureusement 6 mois à l'avance. Bruno parlait de ce tout le monde, et dans ce tout le monde, il y a quelqu'un, Clarence Seedorf. Est-ce que vous avez vu la touche Seedorf dans ce match contre les Comores d'ailleurs? Oui, sur un match, mais est-ce qu'il faut juger Seedorf ou le Cameroun sur un match? Mais non, mais on a quand même vu cette petite touche-là. Est-ce que les Comores aussi n'avaient pas la tête à Lausanne avec leur fameux, comment dire ça, le recours devant le TAS. Voilà, le recours devant le TAS. On a eu l'impression que les Comoriens avaient la tête à Lausanne et ils n'étaient pas du tout au Cameroun parce que les Comoriens nous ont habitués à des prestations qui étaient mieux que celles qu'on a vues ce week-end. D'ailleurs, on parlait de Seedorf. On va revenir sur une vidéo que je vais demander à la régie de mettre. Regardez et appréciez. Bruno, il est intégré. Oui, après. Il se sent bien au Cameroun. Après, on a vu des entraîneurs intégrés et puis, le chèque a quand même été fait. Mais oui, bon, c'est déjà une bonne chose. Mais là où moi je trouve que Seedorf est très important, c'est dans le fait d'avoir convaincu plusieurs binationaux franco-camerounais de venir. Paul-Georges Ntep, Jérôme Anguéné, c'est des joueurs qui à la base ne seraient peut-être pas venus. Et là, il arrive à insuffler un esprit, une discipline, à vraiment mettre la main sur son groupe. Et c'est là que c'est vraiment important. Après, comme je vous dis, la CAN, c'est dans encore plusieurs semaines. Il y a aussi ce pragmatisme. Il nous avait dit qu'il ne voulait pas des joueurs venus des championnats exotiques. Finalement, les Bassogog à Nko sont de retour. Est-ce que c'est aussi ça, ces joueurs que Bruno a cités, on met aussi un peu de Bassogog, qui pourront faire que le Cameroun pourra faire un back-to-back pour la CAN en juin prochain? Il y a ce qu'on dit des joueurs, c'est-à-dire que peut-être que Seedorf, voilà la pratique. En pratique, quand il vient, il dit j'ai pas besoin de X ou Y joueurs, mais c'est lui qui est au contact de son club, c'est lui qui sélectionne les joueurs. Et c'est peut-être qu'au niveau de son approche, il a peut-être senti qu'un Bassogog avait encore quelque chose à apporter à la sélection camerounaise. Et d'ailleurs, sur ce match contre les Comores, on a eu l'impression de voir le Bassogog de 2017. Donc c'est Seedorf qui sent les choses. Et en janvier, il a senti autre chose. Et puis en mars, c'est une autre vérité. Et voilà, quoi. Je vais faire un petit pas de côté, les messieurs. Vous allez me dire, est-ce qu'avec le fait que le Cameroun, puisqu'au départ le Cameroun devait être le pays hôte de la CAN 2019, on ne va pas revenir dessus, les propos des uns et des autres, est-ce que ce groupe n'était pas biaisé avec le fait que le pays hôte était déjà qualifié? Oui, c'est évident, enfin, on peut dire tout ce qu'on veut. Moi personnellement, moi j'ai jamais vu ça depuis que je suis le foot. Un pays qui n'est pas qualifié, d'un coup, les points comptent. Donc ça c'est regrettable, mais encore une fois là par contre c'est pas la faute des Lions indomptables. C'est la CAF, c'est aussi une organisation de CAN qui avançait pas visiblement. Donc oui c'est dommage, mais c'est le genre de choses auxquelles il faudra faire très attention à l'avenir. Il ne faut pas que ça se reproduise, quoi. Il ne faut pas que pour ce genre de choses toute une liste de matchs soit remise en question. Il faut le dire très clairement, ça n'est pas sérieux. Vous êtes du même avis? Ouais, je partage le même avis que Bruno. On va aller dans un coin que j'aime particulièrement, le bassin du Congo, avec le match contre le Libéria, RDC Libéria, victoire des Léopards 1-0. Qu'avez-vous pensé de ce match? Les Congolais ont joué leur qualification à la maison et ils ont fait le boulot. Et il faut dire quand même que c'est-à-dire que le Libéria et la République démocratique du Congo, la RD Congo a réussi à prendre 4 points contre le Libéria. Je crois que sur les matchs directs, la République démocratique du Congo a joué sa qualification alors qu'on pensait que le Libéria serait l'arbitre entre les deux Congos, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Bruno, si on ôte les prestations de Mputu, le but de Bakambu, on peut dire que c'était une qualification dans la douleur? Oui, ça a été compliqué. Après, je trouve que cette équipe du Congo a du mal à se régénérer dans son football et il faudra faire attention. Il faudra faire attention à ce que cette CAN ne soit pas la CAN de trop, parce que quand votre message ne passe plus ou ne passe plus aussi bien qu'avant, il y a
un espèce de sas de décompression qui se met en place. Et quand vous avez des matchs coup près, ça peut poser problème. Après, la RDC, équipe de République démocratique du Congo, on le sait, pas vous que je vais le dire, il y a beaucoup de joueurs de talent, un attachement fort au drapeau, que les joueurs soient binationaux ou pas, et ça c'est très important quand on joue une compétition internationale d'équipe nationale. Donc je pense que l'équipe du Congo sera une équipe à suivre, mais attention aux hommes de Florent Ibenge. À quoi on peut s'attendre avec cette équipe? Au meilleur comme au pire. Je crois que les dernières éditions des Coupes d'Afrique de Coupe d'Afrique de Cannes ont montré que la RD Congo, avec un seul adversaire, c'était elle-même. C'est-à-dire elle pouvait faire un premier tour extraordinaire, magnifique. Il pouvait être performant sur le premier tour. Et puis au deuxième tour, c'est une équipe qui se désintègre. Donc à elle aussi d'apprendre des autres éditions, des autres échecs des dernières Coupes d'Afrique de la Cannes. Je ne sais pas pourquoi je parle de club, pardon. Donc la RD Congo, pour moi, oui, Florent Ibenge est capable avec son groupe. C'est bien que vous me parlez de Florent Ibenge, le sélectionneur de la République démocratique du Congo, parce qu'on va l'entendre. Il va nous dire qu'est-ce qu'il pense de ce match qui vient de passer contre le Libéria. Tout à l'heure, il y avait des failles dans la profondeur. Et nous, il nous manquait cette profondeur avec Bolassi qui n'a pas prise. Et on avait pris le risque de commencer avec deux joueurs à peu près de même qualité, Pokou et Poutou. Deux joueurs qui ne prennent pas la profondeur mais qui jouent bien en ballon. Donc c'est le côté où on s'est mis un petit peu en danger. Et il nous fallait, si on avait pris un peu plus de profondeur, jouer dans leur dos, je crois qu'on aurait pu leur poser plus de problèmes. Mais on était confiants et on avait demandé justement de mettre les ballons entre les lignes parce qu'on était plus rapide. Bruno, vous avez parlé d'attachement à la patrie, d'attachement au drapeau. Florent Ibenge, son principal problème est aujourd'hui qu'il a deux casquettes. Est-ce que c'est ça qui va amener la RDC ou pas, enfin qui va amener la RDC à rien faire à la CAN? Ça je pense pas, moi je pense que c'est plus au niveau de son schéma tactique et de l'adhérence des joueurs à ce schéma. Je pense quand même que l'équipe, les Léopards avaient moins de difficultés avant à se qualifier. Ils étaient beaucoup plus tranchants dans leur football, je trouve. Bon, après, ça peut être aussi, voilà, Bakambu était très important dans l'équipe, il est parti en Chine. Peut-être aussi que c'est un ancrage important. Après, cette double casquette a toujours été là. Il y a des entraîneurs qui ont fait ça très bien, même dans. On le voit dans d'autres sports, au basket, oui, au hand. Et même dans le football européen ou même l'équipe d'Australie avait fait ça à une certaine époque. Ça n'a pas empêché toutes ces équipes-là de réussir et de passer des caps. Donc voilà, après ça va dépendre de comment il va constituer son groupe, quels vont être ses leaders, ses généraux, et comment il va, ses lieutenants plutôt, et comment il va réussir à aller à faire un alliage de tout ça. Mais après, encore une fois, c'est une Coupe d'Afrique, la première en juin en Égypte, il peut tout se passer. Donc il faut surtout en tout cas que le message passe bien. Je pense que ça va être le plus important pour cette équipe-là. Terence, la double casquette d'Ibenge, un vrai faux problème? Non, pour moi, c'est un faux problème parce que être entraîneur, et on va y arriver, puisque je parlais tout le temps de Coupe d'Afrique, d'être entraîneur en Coupe d'Afrique de club et être entraîneur d'une équipe nationale, c'est pas la même chose. En club, il a des joueurs qu'il a pratiquement plus de 6 mois à l'année, mais en équipe nationale, on joue 5-10 matchs. Mais est-ce que ça peut jouer sur la concentration? Non, je ne pense pas que ça puisse jouer sur la concentration. Il maîtrise son environnement, il connaît ses joueurs, les joueurs le respectent. Non, je ne pense pas du tout. Bien au contraire, ça peut même être une force. Et comment ça? Une force parce qu'il connaît le milieu de la Coupe d'Afrique des Nations, donc ça c'est une autre réalité. Et peut-être que l'expérience qu'il a en Coupe d'Afrique avec un club, en équipe nationale aussi, il peut l'emmener au niveau de la CAN aussi. Bon, une chose est sûre, c'est que la République démocratique du Congo est qualifiée. Et vous allez regarder encore une fois ces images de vestiaire. Et cette fois-ci, c'est le président de la Fédération congolaise, Constant Marie, qui se lâche.
groupe qui vit bien. Oui, c'est un groupe qui vit bien, c'est des bonnes images, mais il faut toujours rappeler, ce sont des équilibres fragiles. Pour un oui, pour un non, tout ça peut être mis en cause. Mais on ne va pas cracher dessus, c'est très bien pour la CAN. On voit bien que le président de la Fédération congolaise de football est là. On aimerait aussi qu'il soit là quand il y a d'autres problèmes, quand l'équipe est aussi dans le dur, parce que là, c'est la victoire. Et comme on dit toujours, la victoire, elle a plusieurs paires, alors que la défaite, on se retrouve un peu seul, quoi. Ah, ça c'est des paroles de sage. Allez, on va traverser le fleuve et on va aller au Congo-Brazzaville. Et là, les Congolais, eux, ont perdu contre le Zimbabwe 2-0. Alors, est-ce que cette défaite était à prévoir, Bruno? Je pense que les Congolais n'étaient pas dans un... Voilà, ils n'ont pas fait une bonne campagne, ils n'étaient pas spécialement inspirés, ça peut arriver. Après, il ne faut pas sous-estimer l'équipe du Zimbabwe, qui est vraiment une bonne équipe, qui est en train de se mettre en place avec des joueurs très intéressants. Lesquels? Vous avez Nakamba, notamment au milieu de terrain. Un attaquant dont j'ai oublié le nom qui joue en Belgique aussi, Knowledge Moussona, qui porte le brassard. Voilà, c'est une équipe très intéressante qui peut faire partie en plus des surprises à la CAN. Donc je pense, voilà, il faut dire tout simplement, l'équipe du Congo-Brazzaville, elle est en fin de cycle, tout simplement, et ça arrive de louper des CAN. Même si louper une CAN à 24, il fallait le faire, hein, quand même, on va le dire. C'est quand même possible. C'est dommage. Terence, vous pourrez mettre 10 000 francs CFA sur le Zimbabwe? Oui, il ne faut pas négliger la performance du Zimbabwe. 10 000, carrément. Non, mais il ne faut pas négliger la performance du Zimbabwe parce que le Zimbabwe a quand même réussi à prendre 4 points à l'extérieur et contre la République démocratique du Congo et contre les deux Congos. Je crois qu'elle a bâti sa qualification sur ces matchs-là. Et il faut le faire d'aller gagner, de bien voyager. Elle a su bien voyager et elle a battu ces équipes-là. Valdo, on va revenir sur le cas Valdo. Va-t-il partir? Va-t-il rester? Ou est-il parti pour rester? Quand vous avez une campagne qualificative qui est pas bonne, il faut partir, hein, je pense, tout simplement. Les résultats n'ont pas été bons, il y a une fin de cycle. Je pense qu'il faut changer. Je vous pose cette question puisqu'on va revenir sur cette image qui a fait un peu le tour des réseaux et qui est une exclusivité Stade d'Afrique, excusez-nous du peu. Bah oui, il faut un peu se lancer, des fleurs. On voit le vice-président de la Fédération congolaise de football gronder Valdo. Regardez. Il faut qu'on se le dise. Les retraités ne sont pas payés, les fonctionnaires de l'université ne sont pas payés, les étudiants ne sont pas payés, mais on vous paye les prix pour ça. Les pas venus voir le cinéma, bon voilà. Il faut qu'on se le dise. C'est un cinéma qu'on a vu dimanche. Si vous n'êtes pas sûr que vous ne pourrez pas, vous nous dites que vous ne pourrez pas. Mais là, parce qu'il ne faut pas qu'on se le cache. On va se le cacher pourquoi? On va faire le cache-cache pourquoi? Là, on vous donne une marge de chance. Sinon, nous, c'est la décision du comité d'éthique, c'était vous virer tous. Est-ce que Valdo n'a pas été trop sous pression? Moi, je ne parlerai pas de pression, mais je trouve que ces images sont ridicules. Elles traduisent quand même une immixtion comme partout ailleurs dans certaines sélections africaines où le politique vient et utilise ces équipes nationales-là comme un moyen des objets de propagande. Mais je crois que chacun doit rester à sa place. Et ça me gêne beaucoup, ça me gêne vraiment qu'on en arrive là. Après, on emmène les caméras, on fait ceci, on fait cela, mais Valdo aussi peut aussi se plaindre de plusieurs choses. Et je crois que c'est des images assez déplorables qui ne grandissent pas forcément le football africain. Après aussi, d'un côté, chaque continent sa culture, voilà. Ce monsieur estime qu'il a mis les moyens, il a peut-être donné beaucoup de son temps pour que ces moyens soient mis sur la table, qui s'en plaignent, voilà. Et puis de toute façon, si Valdo n'aime pas ça, il va qu'il parte, hein, tout simplement. Non. Voilà, moi d'un côté, c'est pas très esthétique, si on peut dire ça comme ça, mais je comprends, voilà, il s'attendait, voilà, il voit le voisin qui se qualifie, son équipe y va pas. Il exprime sa frustration. Si Valdo n'est pas content, je pense qu'il réglera ça avec lui et avec le président. Voilà. Vous voulez quelque chose? Ouais, mais déjà faire le parallèle en disant que les fonctionnaires ne sont pas payés, eux ils ne sont pas payés. Si les fonctionnaires ne sont pas payés, c'est pas la faute à Valdo, quoi. Non, mais je pense que ce qu'il voulait dire par là, sans être l'avocat du vice-président de la CAF, on ne se connaît pas, hein, c'est que vous avez tout pour y réussir, mais vous avez échoué.
Encore que tout, faut définir ce que c'est. Vous avez tout aussi. Moi, je vis pas dans l'environnement immédiat de cette équipe congolaise, mais moi, ce genre de réaction me dérange beaucoup. Surtout que c'est filmé, c'est devant les caméras, on veut trouver un bouc émissaire, alors que peut-être on sait que les Congolais n'ont pas été performants, mais est-ce que c'est la faute à Valdo? C'est un ensemble de choses qu'il va peut-être falloir revoir en interne que de venir comme ça. Mais si c'est pas la faute à Valdo, c'est la faute à qui, Bruno? Après, il y a plusieurs choses. Déjà, quel est le CV de Valdo en tant qu'entraîneur? Voilà. Il est très pauvre, donc c'est déjà une chose. Donc dès le départ, il ne fallait pas le choisir. Bon, après le prendre, voilà, ils lui ont donné les moyens, il n'a pas été bon. Donc à partir du moment où il n'est pas bon et qu'il estime que des moyens ont été donnés, je comprends qu'il y ait une certaine frustration, parce que Valdo, c'est un nom aussi. Et je pense que Valdo a quand même, je pense, sa part de responsabilité dans le fait que... Oui, évidemment. Ah oui, évidemment, il a donc, mais je pense, voilà, c'est aussi une question de culture. Moi, c'est plus la manière de faire qui me choque. Hein. Je ne dédouane pas Valdo, évidemment. Hein, voilà. Il a sa part de responsabilité. Quand il a signé son contrat, c'était clair, l'objectif était clair. Il fallait qualifier l'équipe du Congo à la Coupe d'Afrique. L'objectif n'a pas été atteint. Et puis, il faut tirer les conclusions. Mais moi, je dis qu'on tire les conclusions, mais pas comme ça, quoi. Messieurs, fin de la première partie, vous avez été bons. On part au vestiaire, on revient, on se repose pendant 15 minutes et à tout de suite. De retour sur After Stade et cette fois-ci cap en Afrique de l'Ouest avec le Bénin qui est qualifié 9 ans après. Votre sentiment, monsieur Aouyo? C'est très bien pour le pays. Voilà, les écureuils ont bien représenté la nation. Surtout qu'en face c'était le Togo. Ils ont fait un match solide, oui, donc c'est toujours bien de les enfoncer, on va dire les choses comme elles sont, voilà, parenthèse refermée. Non, mais c'était un match très complet, assez complet, on a été bon dans l'impact, c'était le terrain, Mathieu Kérékou n'était pas spécialement bon, donc ça a été un match d'hommes, clairement, il faut dire les choses, et puis voilà, c'est très bien pour la nation, il faudra espérer que ça continue, il faudra que ça continue et puis qu'on essaie de faire une bonne CAN, voilà, qu'on ne soit pas juste là-bas pour faire de la figuration. Pour faire du tourisme, ouais, effectivement. Michel Dussoyer, le coach du Bénin, c'est l'homme de cette qualification. Je crois que Michel Dussoyer, c'est un peu le symbole de cette qualification-là, parce qu'on en discutait encore avec Bruno hors plateau. On disait que Michel Dussoyer, c'est quelqu'un qui arrive, même sur les cendres, il arrive à reconstruire quelque chose et il a bâti son groupe. Ils sont en Coupe d'Afrique, c'est vraiment la patte de Dussoyer. C'est quelqu'un qui ne se prend pas la tête, c'est quelqu'un d'assez discret, mais qui travaille. Et on a vu que le Bénin aujourd'hui, en Coupe d'Afrique, c'est bravo pour le Bénin, mais surtout, travail remarquable de Michel Dussoyer. J'aimerais vous poser une question, Bruno, par rapport à Michel Dussoyer. On a l'impression, à tort ou à raison, qu'il n'a pas, il n'est pas placé au même niveau que les autres sorciers blancs, que sont le roi, Renard. Qu'est-ce qui pêche avec Dussoyer? C'est parce qu'il n'est pas assez bankable, alors qu'il a une vraie connaissance de l'Afrique? Non, mais tout simplement, malheureusement pour lui, c'est qu'il n'a jamais gagné la CAN, tout simplement. Et déjà, je pense que c'est déjà un facteur, voilà, ou qu'il n'est pas allé très loin comme un troussier, quoi. Je crois que Dussoyer a dû faire une demi, il me semble. Mais voilà, je pense que Dussoyer, c'est un très bon bâtisseur. Voilà. Un projet où il faut partir de loin, prendre des jeunes, créer une mentalité, créer un bloc sur le terrain, un bloc équipe solide, ça, il sait faire. Après, pour le reste, je pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a des rencontres qui ne se font pas. Franchement, c'était un peu de désordre là-bas aussi quand il a pris l'équipe. Mais voilà, c'est un très bon technicien pour les jeunes équipes qui veulent y arriver et qui ont les moyens pour le faire, qui se donnent les moyens pour le faire. Et voilà, c'est tout bénef pour le Bénin de l'avoir pris lui, parce que c'est un vrai bon entraîneur. Moi, je savais, à partir du moment où ça a été officialisé, moi, j'étais quasiment certain que mon équipe nationale allait se qualifier pour la CAN. Il dit ça avec fierté, mon équipe nationale va se qualifier pour la CAN. Et moi, je pense que Dussoyer, peut-être qu'il a raté un virage
qui lui aurait peut-être permis de rentrer dans la cour des grands entraîneurs. Et c'est quel virage? européens. Je crois que c'était peut-être la Côte d'Ivoire, parce qu'il a eu des équipes intermédiaires, donc je pense à la Guinée, je pense au Mali. Il a fait des bonnes choses au Mali. Je crois que quand il a pris la sélection malienne, il avait franchi un autre cap. Et lorsqu'il a été nommé à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire, peut-être qu'avec cette équipe, il aurait pu peut-être gagner la Coupe d'Afrique, faire quelque chose, remporter un titre et puis avoir une certaine reconnaissance. La reconnaissance, c'est un gros bâtisseur, mais mettre son nom avec des renards et par exemple Hervé Renard et les autres coachs européens qui sont sur le continent africain. Pour moi, il a raté un peu le virage de la Côte d'Ivoire, à tort ou à raison, bien évidemment. Mais il est déjà pas mal. Non, mais c'est déjà pas mal, oui, exact. Mais comment il peut se renouveler, devenir un Renard ou un Claude Leroy en version du Soyer? En quittant l'équipe du Bénin, en prenant une autre, mais c'est pas... Ah, parce qu'avec le Bénin, c'est l'autoroute vers la sortie? Non, mais la marche de progression de l'équipe nationale du Bénin, c'est pas la même progression, c'est pas la même histoire. Je souhaite à tous mes compatriotes, maintenant je vais parler avec un peu plus de distance, je souhaite à tous les Béninois que cette CAN soit un succès, que le Bénin est en demi, mais a priori c'est pas possible. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que Dussuyer, voilà, il fait ses preuves avec le Bénin, peut-être il y arrivera à quelque chose. Peut-être la Coupe du Monde 2022 sera à 48 équipes. Si déjà, par exemple, il qualifie le Bénin pour ça, ce sera déjà un premier cap. Et après, peut-être aller dans une plus grosse équipe, africaine ou pas d'ailleurs, pour aller gagner un titre. Voilà, il y a aussi d'autres... Mais vous qui semblez bien le connaître, qu'est-ce qui pêche alors dans son coaching non, je pense qu'il a juste eu, en fait, tout simplement, il a juste eu un échec avec la Côte d'Ivoire, c'est tout. Sinon, en fait, c'est un des très bons entraîneurs sur le continent. Voilà. Et tout le monde ne peut pas gagner la CAN. Ça, c'est vrai. Vous êtes du même avis, Terence? Oui, je suis du même avis. Je crois qu'en Côte d'Ivoire, on a été... Après, ça reste les éléphants de Côte d'Ivoire. Il y a une certaine exigence que les supporters ou que les autorités qui prennent un entraîneur l'attendent. Donc, il y a eu l'entraîneur de la Belgique qui a fait des bons résultats avec la Belgique, mais il s'est complètement planté avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Ça a été inévitable. Il a été débarqué. C'est la même chose avec Dussuyer. Je crois que Dussuyer, il construit son histoire. Que vous aimez beaucoup, d'ailleurs. Je crois que... L'entraîneur belge. Pas du tout. Pas du tout. Marc Wilmot, voilà, pour être précis. Je crois que Dussuyer, peut-être son histoire avec l'Afrique et ce qu'il construit, ce sera ça son destin, de prendre des équipes que moi j'appelle les équipes intermédiaires, bâtir quelque chose. Mais maintenant, est-ce qu'il pourra aller au-delà? Comme Bruno l'a dit, tout le monde ne peut pas gagner la Coupe d'Afrique, mais en rien. C'est pas parce que Dussuyer n'a jamais remporté une Coupe d'Afrique qu'on va remettre en cause tout le talent et tout le professionnalisme qui caractérise cet entraîneur. Alors, une équipe qui avait tout pour elle sur le papier, c'est bien le Togo. Un entraîneur qui a un sacré background, des grands noms du football africain. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je pense que l'équipe du Togo a perdu beaucoup de points en route. Il y a eu beaucoup de résultats qui ont été très moyens, en Gambie notamment. Mais après, aussi, il faut le dire aussi, le Bénin s'est qualifié aussi grâce à je pense surtout grâce à ce match-là, mais aussi à la victoire à Cotonou contre l'Algérie. Et ça, c'est des points... Voilà. En plus, quand on regarde le match à 3, honnêtement, il y a un moment donné, le Togo peut faire 2-1. Donc ça s'est joué sur des détails. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi. Voilà. Cette équipe du Togo n'est pas non plus dans les tréfonds. Et même pour moi... très franchement, pour moi, ils ont une meilleure base pour construire que le Bénin en termes de talent. Pour moi, le Togo a un socle plus large pour construire. Vous êtes du même avis, Terence? Oui, je partage le même avis que Bruno, parfaitement. Je crois que les Togolais ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes. Déjà, si on prend le Bénin, qui était leur adversaire direct, puisque l'Algérie a survolé les débats, les Béninois, ils ont pris 4 points. Les Béninois ont pris 4 points contre le Togo. Et ça, dans un duel à distance, ça fait toute la différence. C'est vrai qu'ils ont Claude Leroy, il y a Emmanuel Adebayor, il y a des joueurs... D'ailleurs, est-ce qu'on n'a pas vu les limites de Claude Leroy à travers ce match? Les limites, oui, peut-être. Mais bon, est-ce que ça explique... Ça n'explique pas tout. Est-ce que son discours passe encore? Je ne sais pas, on n'est pas dans le groupe, mais est-ce que ça passe? Mais ce qu'on a vu, ce qu'ils ont produit au long de la campagne éliminatoire, on peut se dire que oui. Est-ce qu'il n'a pas puisé toute son énergie à aller chercher un Adebayor qui voulait, mais qui ne voulait pas, mais finalement voulait?
au lieu de se concentrer sur ceux qui étaient déjà sur le terrain. Mais les équipes comme le Bénin, le Burkina Faso, le Gabon, c'est aussi le problème de réservoir, c'est-à-dire que tu peux pas aller chercher des joueurs, autre part que ceux-là, et puis au bout d'un moment, peut-être qu'en tirant trop sur la corde, et ça, c'est pas ça. Ces dernières sorties où il était un peu. C'est passé récemment, mais là, on a vu que ça n'a pas marché, malheureusement. Oui, et puis voilà, je pense aussi Claude Leroy aussi, qui est toujours en train de bâtir avec des petites équipes, etc. Au bout d'un moment, il faut bien aussi des échecs. Le continent africain, c'est pas facile de gagner tout le temps. Et pourtant, on en a eu des bons entraîneurs qui sont venus, donc des entraîneurs qui ont gagné, d'autres ailleurs, etc. C'est pas pour autant qu'ils ont été excellents en Afrique. Bon, vous nous avez parlé de réservoir, la base et tout ça, mais il y en a un qui a attiré toute notre attention, c'est Emmanuel Adebayor. Messieurs, il a déclaré que peut-être il serait en retraite internationale. Est-ce que vous pensez qu'il a dit vrai? Est-ce qu'on va le revoir un jour ou bien pour lui le Togo c'est fini? Je pense qu'il est viscéralement attaché à son pays, ça on peut raconter tout ce qu'on veut sur lui, ça c'est certain. Après, moi je pense qu'il devrait peut-être arrêter maintenant parce qu'il ne faut pas trop tirer sur la corde parce que quand il est là, c'est autre chose. On ne peut pas l'omettre et dire oui voilà, on va le mettre sur le banc ou il ne va pas trop jouer, etc. Il est l'âme de cette équipe et il doit être l'âme de cette équipe quand il est là. Et à son âge, il faudrait peut-être passer la main pour ne pas faire les matchs de trop pour qu'on finisse par dire… Mais passer la main à qui? Mais c'est lui qui a fait baisser le niveau de l'équipe. Passer la main à qui? Après, passer la main à qui? Ça reste Emmanuel Adebayor. Il n'y a pas deux Adebayor au Togo. Ouais. Mais comme Bruno le dit, il faut peut-être des fois savoir s'arrêter. Mais Emmanuel Adebayor aussi, c'est lui qui sent son corps. Voilà, c'est un attachement à sa patrie. Il voit les choses autrement, mais je crois que ça doit être une décision qui appartient à la fois à Emmanuel Adebayor, à la fois au Togo. Emmanuel Adebayor arrête. Derrière, il y a qui? Il n'y a personne. Emmanuel Adebayor continue. Sur quel projet? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est autant de questions que Emmanuel Adebayor, sa fédération. Mais je veux bien vous comprendre, messieurs, je ne me fais pas encore l'avocat de qui que ce soit, mais est-ce que c'est pas fatigant si on se met à la place du supporter togolais en tant que son capitaine, le joueur emblématique, une fois il veut pas, une fois peut-être, si jamais, non, c'est pas fatigant d'entendre tout ça? Je pense que c'est des questions d'encadrement et puis aussi… Parfois aussi, c'est un joueur qui ne se sent plus et on lui dit viens, on a besoin de toi, ce qui peut se comprendre. Donc voilà, mais c'est compliqué quand vous avez Adebayor qui à son âge, qui a 35 ans, passé encore performant. C'est quand même difficile de s'en passer quand on est un petit pays comme le Togo, quoi. Enfin, il n'y a pas tant de pays de cette superficie et de cette population qui arrivent à produire des footballeurs de ce talent. Donc voilà, un Georges Weah, il a joué jusqu'à 38 ans en équipe. Il a rejoué dernièrement. Voilà. Donc par exemple, voilà. Donc moi je comprends très bien, mais après le plus important ça va être les résultats. Et la vérité est que il a encore pour moi été le joueur phare du Togo à Cotonou ce dimanche. Il n'empêche que voilà, là il faut vraiment construire et partir sur autre chose et ne plus rater de compétition parce que le Togo sur ces 10 dernières années était sur une vraie progression. Ok, très bien messieurs. CAN A24 dit CAN des grandes premières. Elles sont trois nations, Madagascar, Burundi, Mauritanie, de belles surprises. Messieurs, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous savez quand est-ce qu'il y a eu autant de premières nations lors d'une première CAN? Ça remonte à quand? Je ne sais pas. Les années 60 2015, 2002. Allez, recalez à l'examen. C'était en 1972 et les rookies s'appelaient Togo, Maroc, Kenya et Mali. Et le Mali qui avait d'ailleurs fini finaliste de cette compétition, enfin de cette édition 1972 remportée par le Congo. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est le travail, c'est la réussite des petites, entre guillemets, mille guillemets, petites fédérations? Oui, c'est le travail des petites fédérations. Je prends le cas du Burundi qui a construit sa qualification dans cette campagne-là. Je prends le cas de Madagascar aussi, où là-bas, ils ont travaillé aussi. Oui, il y a des équipes qui travaillent sans forcément beaucoup parler, mais ça travaille et puis c'est bien pour le nivellement du football africain par le bas. Est-ce que vous avez des idées de leurs recettes? Qu'est-ce qui a fait que ça a marché? Ça dépend. Madagascar a vraiment travaillé en amont avec M. Dupuis,
a vraiment été chercher des binationaux, mais vraiment jusque dans les détails près, a fait un vrai travail d'identité et de cohésion pour que ça marche. L'équipe du Burundi, je connais moins, donc les références. Il faut apprendre à connaître les noms et tout. Vrai, ça arrive. Même les noms malgaches, il faut commencer à les prononcer arrive. maintenant. Après, la Mauritanie, c'est à peu près pareil. Corentin Martins, qui est là depuis des années et qui a vraiment bâti une équipe solide avec un esprit de solidarité formidable. Après, entre gagner, se qualifier dans la douleur avec un esprit de compétition sur plusieurs mois, de détermination sur plusieurs mois et une CAN où en 2 semaines, en 20 jours, tout est calé. Là, ce sera peut-être autre chose. Pour prendre par exemple le cas du Burundi qui a construit quand même sa qualification sur 3 joueurs de base et ces 3 joueurs qu'on va suivre, c'est Amissi du Strek, ensuite Saïd Beramo qui a joué dans les équipes de jeunes avec Ryan Sterling, l'anglais, et puis évidemment Fiston, celui qui évolue, Razak Fiston, qui évolue à la JS Kabylie, qui est parmi les meilleurs buteurs de ces éliminatoires. Donc ce trio offensif-là a fait du mal au Gabon. Ils ont été solides contre le Mali et puis ils ont gagné contre le Sud-Soudan. Donc après, il faut se méfier de ce genre d'équipe comme le Burundi, c'est-à-dire que c'est des équipes qui se construisent sur une compétition. Après, sur le long terme, il faut voir ce que ça va donner comparativement à Madagascar où là-bas, l'entraîneur, il a fait un maillage, il allait chercher des joueurs, des binationaux, il a présenté un projet et puis ça a donné ce que ça a donné, la qualification. Allez, je me lance, j'ai envie de vous la poser cette question. Est-ce qu'on s'achemine vers un chamboulement du championnat, de la future CAN? Non. Vous pensez que c'est un gros qui va gagner? Je ne suis pas certain, déjà il faut voir. En fait, quand on passe comme ça dans un tournoi de 16 à 24 équipes, un peu tout peut se passer. On a des équipes qui démarrent trop lentement et qui après arrivent quand même à se qualifier. On n'aura quasiment plus d'éliminés après 2 matchs, ce qui permet à des équipes, par exemple, où ça a porté préjudice à des équipes comme le Sénégal, etc. Donc, dans le passé. Donc, moi, franchement, je ne sais pas. Ce que je sais, et je pense que l'équipe du Nigeria sera une des équipes à suivre. Parce que le réservoir de talent, après la Coupe du Monde quand même qu'ils ont faite, est vraiment en train de se mettre en place. Et je pense que les Super Eagles, là, je pense que ça va soar, comme on dit. Ça va attaquer en flèche, là. Moi, je pense plutôt que chamboulement au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations, les éliminatoires ont une réalité, la phase finale en est une autre. Et je pense plus que des équipes comme Madagascar, le Burundi, personne ne dira qu'on ira jouer en Antananarivo et mettre sur le tableau 3 points ou qu'on ira à Bujumbura prendre les 3 points et avec le Malawi et compagnie. Il faut dire que dans les éliminatoires, ces équipes-là seront plus difficiles à jouer, mais la réalité de la Coupe d'Afrique des Nations va rattraper malheureusement certains et les Cadors tiendront leur rang. Ah, vous parlez des Cadors, c'est bien, vous allez me relancer. Il y a eu des Cadors qui ont déchanté le Gabon et le Burkina Faso. D'ailleurs, à ce propos, on va entendre Paulo Duarte, le sélectionneur des étalons. On a perdu une qualification. Une qualification que personne ne croit que ce soit possible. Dans un groupe trop équilibré. Comme j'avais dit, il y a 2 groupes qui ont fait 10 points. Nous, je pense que le groupe de Gabon, le groupe autre, normalement 10 points donc pour qualifier. Les autres deuxièmes, ils ont 7 points, 6 points, 8 points. On a tombé sur un groupe qui théoriquement c'est facile, mais qui dans la pratique ça a été difficile. On a Angola renouvelé avec bonne qualité, une Mauritanie qui a surpris tout le monde. Bruno, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pour l'équipe du Gabon, on va laisser parler. Non, d'abord pour les étalons, on va y arriver au Gabon. Pour le Burkina Faso. Ouais. Fin de cycle, je pense. Ça fait très longtemps que Duarte est là. Je pense aussi que c'est une équipe vraiment vieillissante où les cadres sont plus aussi bons qu'avant. Ça arrive. Je pense que l'équipe du Burkina Faso est moins bonne qu'avant, tout simplement. Et je pense qu'il faudrait. Ok, il est très sympa, Monsieur Duarte, c'est un bon entraîneur, etc. Mais au bout d'un moment, pour moi, l'identité de jeu du Burkina Faso n'est pas si nette que ça, donc je pense qu'il faudrait changer. Pourquoi pas reprendre un local
ils sont pleins à n'attendre que ça, même si M. Duarte a fait du très bon boulot. Le Gabon n'ira pas à la CAN. Bah oui, Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché, c'est que le Gabon n'a pas été souverain à domicile. Malheureusement, Daniel Cousin a eu son groupe au complet le dernier match contre le Burundi, mais je pense qu'il fallait avoir un Aubameyang et d'autres joueurs contre le Mali. Donc, ça s'est joué sur le terrain? Oui, ça s'est joué sur le terrain, mais il y a aussi des problèmes extrasportifs. On se rappelle encore de l'avion guette, le fameux avion guette d'Aubameyang, qui n'avait pas permis à Aubameyang d'aller au Sud-Soudan et de rater le match contre le Mali. Il y a aussi des problèmes endogènes et exogènes, donc des problèmes d'immixtion, notamment au niveau du ministère de la Fédération. On ne sait pas qui gère cette équipe-là. On a vu encore qu'ils se sont plantés en allant recruter José Antonio Camacho. Je veux par exemple vous prendre une petite anecdote. Camacho envoyait les noms des sélectionnés sur WhatsApp, quoi. Donc autant de problèmes. Et puis sur ce match contre le Burundi, on a vu un Pierre-Emerick Aubameyang complètement inhibé, qui n'était pas concerné. Avant le match, il disait déjà si le Gabon ne se qualifie pas, je ne viendrai pas. Mais c'est un joueur de CFA, de 4e ou 5e division en France, qui a porté offensivement l'équipe du Gabon. C'est peut-être la bonne nouvelle pour le Gabon. Bonne et mauvaise nouvelle. Après Aubameyang, il ne faut pas qu'on crache sur lui. Ça reste un grand attaquant, mais qu'est-ce qu'Aubameyang veut du Gabon et qu'est-ce que le Gabon attend d'Aubameyang? Mais s'il n'a plus envie de venir en équipe nationale, et Bruno le disait, quand on vient en équipe nationale, c'est un appel, c'est l'appel du drapeau, c'est la patrie. Est-ce qu'il se sent attaché à sa patrie, à l'équipe nationale? Mais on a vu aussi que ce Pierre-Emerick Aubameyang, malheureusement, il a toujours utilisé sa notoriété pour son petit confort en équipe nationale, et aujourd'hui, à 29-30 ans, il est devenu peut-être exigeant, mais c'était peut-être trop tard aussi. Messieurs, je vais vous poser une question à vous deux. Vous allez me citer celui que vous voyez gagner la CAN, l'outsider et le challenger. À toi Bruno, à vous Bruno. Alors Nigeria pour gagner la CAN. L'outsider. Égypte. Le challenger. Tanzanie, j'aime bien la façon dont ils jouent. Ok. La Tanzanie On va ressortir les cassettes. Voilà. Ok. Et pour vous, Terence? Nigeria. Non, Cameroun, pardon. Ok. Ensuite, je verrai bien le Mali. Allez. Et trouble fait. Trouble fait, Mauritanie. Merci, messieurs, de m'avoir accompagné avec pour plaisir. Vous avez été brillante. Merci. Oh, c'est très gentil. On va faire une petite dédicace au propriétaire des lieux qui vient d'avoir une petite fille. Mansour, nous t'embrassons de 1000 baisers. Félicitations Mansour. Reviens vite puisque c'est vraiment du travail tout ça. Et quant à Afterstad, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne.